Le football est-il toujours une histoire de statistiques? Le football doit-il seulement être mesuré au palmarès avec des chiffres, des données qui faussent parfois le souvenir du joueur en question? Lors du dernier épisode, j'avais justement évoqué le parcours de JJ Okocha, dont l'empreinte et l'héritage laissé au football dénotent complètement par rapport à la rubrique trophées et statistiques de sa carrière. Et pour continuer dans cette même lignée, nous allons parler aujourd'hui d'un style de joueur diamétralement opposé qui ne driblait presque jamais, qui ne cherchait pas du tout le 1 contre 1, mais qui a fait briller son pays dans le monde entier. Voici l'histoire d'un gars pas spécialement grand, pas spécialement rapide, pas vraiment dribbleur non plus, pourtant idolâtré partout. Voici l'histoire de l'immense Carlos Valderrama. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire une vidéo sur Carlos Valderrama et l'idée m'est venue il y a quelques jours en naviguant sur YouTube. Et justement, en parlant de navigation, laissez-moi vous présenter Opera, le partenaire de cette vidéo. Opera, c'est un navigateur gratuit qui va optimiser votre expérience en ligne grâce à un navigateur plus rapide, plus sécurisé et bien plus pratique que les autres. Déjà, dans le navigateur, vous avez une fonctionnalité IA à qui non seulement vous allez pouvoir poser n'importe quelle question, mais en plus qui peut faire plein d'autres choses. Il s'appelle Aria et tu peux lui demander de générer n'importe quelle image, mais tu peux aussi lui poser des questions par rapport à une image. Vous avez remarqué également sur le côté du navigateur, il y a toutes les applications classiques disponibles et consultables en un seul clic, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc. C'est fini le temps où vous étiez perdu parmi tous vos onglets ouverts. Le navigateur dispose de plein de fonctionnalités comme le blocage intégré des publicités, ce qui vous permet de surfer sur internet plus tranquillement, plus rapidement et sans jamais être gêné. Et la cerise sur le gâteau pour moi, c'est bien sûr le concept de vidéo pop-out quand tu es sur YouTube. Tu es en train de regarder ta petite vidéo tranquille, tu peux détacher cette vidéo et faire autre chose à côté sans devoir revenir à chaque fois. Pour ceux qui passent du temps sur YouTube, c'est vraiment ultra pratique. Opera, ça résonne aussi comme une petite référence musicale, et ça tombe bien, la musique s'offre à vous car toutes les plateformes sont disponibles juste ici, Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. Vous avez tout directement à disposition. Le lien de téléchargement d'Opera est disponible en commentaire et en description. Merci à Opera de nous faire confiance pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en 1987 et se dispute alors en Argentine la 33e édition de la prestigieuse Copa América. Évidemment, l'Albiceleste est favorite de la compétition, championne du monde en titre et portée par le meilleur joueur du monde à l'époque, Monsieur Diego Armando Maradona. Mais si le numéro 10 argentin va être absolument merveilleux en phase de poule, les bleus et blancs vont se heurter aux blancs et bleus, les couleurs de l'Uruguay. Une défaite 1-0 en demi-finale. L'Uruguay d'Enzo Francescoli va même remporter la compétition face au Chili, mais bizarrement le meilleur joueur du tournoi ne se trouve dans aucune de ces trois sélections. Le meilleur joueur de cette Copa 87 est colombien, il s'appelle Carlos Valderrama, et grâce à lui la Colombie a terminé 3e de la compétition, en battant l'Argentine lors de la petite finale. A l'époque, en 87, la mode c'est clairement la coupe afro, Ruud Gullit est ballon d'or avec une belle tignasse qui dépasse de partout. Et justement, de l'autre côté de l'Atlantique, ce petit bonhomme qui paraît bien grand avec tous ses cheveux, ça fait quelques années qu'on le connaît en Colombie, lui qui a vraiment débuté chez les pros en 1981. Bon, il n'y avait pas 10 000 archives disponibles de ses débuts en club, mais en gros, Carlos Valderrama a commencé par le club de sa ville natale et a vraiment explosé avec les prestigieux clubs des Millonarios et du Deportivo Cali. Je vous montre quelques photos de son passage à Cali, c'est là-bas qu'il a découvert la sélection colombienne en 1985 et qu'il est rapidement devenu la pièce maîtresse de cet effectif, la pièce maîtresse de cette nouvelle génération dorée colombienne. Numéro 10 génial, meneur de jeu fiable, calme et monstrueux dans l'analyse et la compréhension du jeu. Carlos Valderrama brille lors de la Copa América avant de montrer au reste du monde tout ce qu'il sait faire sur un terrain. Le 24 mai 1988, la Colombie affronte l'Angleterre pour un match amical à Wembley, une affiche sympa sur le papier, un match que Valderrama va illuminer de tout son talent balle au pied. Tout paraît si facile, rien n'est compliqué quand Carlos joue avec le ballon. L'Europe découvre un magnifique meneur de jeu. 26-year-old Carlos Valderrama, their captain, is the South American Footballer of the Year, is about to join the procession of top players to Europe. He's signed for Montpellier in the French First Division in a deal said to be worth around $4 million.
Ce match amical, qui prépare en réalité la Coupe du Monde 90, va donner envie à plusieurs clubs de signer le numéro 10 colombien, y compris le président montpelliérain Loulou Nicolin. Attiré par ce profil gestionnaire, le président Héraultais casse sa tirelire pour signer le prodige de Colombie et renforcer un effectif déjà bien bâti, 3e du dernier championnat de France. Laurent Blanc et Roger Mila sont les principaux joueurs offensifs devant, et avec Valderrama derrière eux, la Paillade espère bien passer encore un cap et aller chercher le titre en première division. J'aime la salsa. Cette musique me procure beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions. Ça me donne envie de danser, de partager ce bonheur avec ma famille. Ça me rappelle également mon pays. Bon, l'histoire va être un peu plus compliquée que prévu. Carlos et sa crinière de lion galèrent un peu à s'acclimater avec l'intensité du championnat français, et la saison est un énorme échec. 9e du championnat, 20 points derrière l'OM, le transfert de Valderrama pèse sur les finances du club et pèse aussi sur la construction tactique de l'équipe. Il faut aussi rappeler une info, Valderrama est l'un des premiers Colombiens à être venu en Europe à la fin des années 80, donc les débuts loin de sa famille sont vraiment compliqués pour lui. En 89-90, ça va aller un peu mieux et Aimé Jacquet décide de le faire souffler en championnat et de le faire jouer à fond pour la Coupe de France. Le pari est gagnant, sous l'impulsion de Blanc, Ferraoui, Cantona et d'un Colombien qui a retrouvé toute sa splendeur. Montpellier va remporter la 2e Coupe de France de son histoire. Oh le poteau, et le but. La balle qui frappe et but. De Ferraoui sur ce contre à droite de Montpellier. Un petit trophée remporté, un passage rapide en Espagne avec toute la colonie colombienne, un petit grattage de Coronès de Michel et Valderrama finit par revenir en Colombie. Une aventure européenne mitigée qui contraste complètement avec l'énorme star qu'il est en Colombie et en Amérique du Sud, en témoigne d'ailleurs cette formidable année 93. Avant toute chose, il faut rappeler quelque chose, c'est que la sélection colombienne a sérieusement pris du galon depuis quelques années. J'en parlais juste avant, mais cette fameuse génération dorée, avec René Higuita, Freddy Rincón, Arnoldo Iguarán et le capitaine Carlos Valderrama, a permis au tricolore de retrouver la Coupe du Monde après 28 ans d'absence. Si les frasques de René Higuita ont bien marqué les esprits à l'époque, le jeu collectif de la Colombie a surtout été le vecteur d'une sélection qui fonctionnait super bien et qui a filé jusqu'en 8e de finale de Coupe du Monde. C'était en 1990, avec au passage ce superbe but collectif contre l'Allemagne de l'Ouest, futur vainqueur de la compétition. La suite on la connaît, René Higuita fait la boulette, Roger Mila en profite, le rêve de Carlos, du professeur Pacho et de tout un pays s'envole en l'espace de quelques secondes. Mais l'histoire de Valderrama en sélection va bien plus loin qu'une simple Coupe du Monde. Déjà parce que le numéro 10 est resté pendant bien longtemps le recordman de sélection avec la tricolore, avec plus de 110 matchs disputés, mais aussi parce qu'il a été l'un des artisans du plus grand match de l'histoire de la Colombie. Este es el Estadio de Núñez en Buenos Aires, 5 de septiembre de 1993. Lugar y fecha de referencia de una selección Colombia que clasificó a un mundial de fútbol de manera directa y sin discusiones. Nous sommes en 1993 pour les qualifications au mondial aux États-Unis. L'Albiceleste reçoit la Colombie à domicile à Buenos Aires avec un calcul tout simple. En cas de victoire, l'Argentine est qualifiée pour la Coupe du Monde. Le pays n'ayant jamais perdu à domicile de toute l'histoire des qualifications en Coupe du Monde, l'affaire est quasiment réglée avant même que le match ne commence. Personne ne se fait vraiment de soucis à Buenos Aires. Le seul problème, c'est que la Colombie est première du groupe et peut elle aussi se qualifier en cas de victoire dans ce match. Et ça tombe bien, car c'est exactement ce qu'elle va faire. Sous l'impulsion d'un Carlos Valderrama exceptionnel, d'un football ultra efficace et bien léché au milieu, la tricolore va s'imposer 5-0 contre l'Argentine chez elle, une humiliation historique dont les Colombiens parlent encore, presque 30 ans plus tard. La performance, comme le stade, est juste monumentale. Yo siempre digo que son días especiales que le tocan a uno. Y me tocó para ganar. Me tocó para ganar. Por esos 5 goles, yo entré a la historia del fútbol mundial. Porque ahora, después de 20 años, me estoy dando cuenta
¿Qué fue lo que hicimos? Pour la première fois de son histoire, la Colombie se qualifie pour 2 Coupes du Monde consécutives. Au-delà du score et de la fessée infligée à l'Albiceleste, la génération Valderrama confirme sur la durée. 93, l'année de la consécration pour El Pibe, le surnom de El Valderrama, qui en plus de cette qualification et de ce match qui a marqué sa légende, va aussi remporter le titre en Colombie au terme d'une saison incroyable en termes de suspense. Lors du dernier match de championnat contre l'América de Cali, le champion en titre, le junior des Barranquilla et son capitaine Valderrama doit absolument l'emporter pour rester premier au classement. À la 90e minute du match, ça fait 2 buts partout, dans un stade en folie, Barranquilla se procure une dernière occasion. Carlos Valderrama, plein d'altruisme, offre le ballon à son coéquipier qui finit le travail, et son club est sacré champion pour la première fois depuis 13 ans. Il aurait pu y aller tout seul, il aurait pu la jouer perso, mais ce n'est pas son style, ce n'est pas son football. El Pibe n'oublie jamais le numéro qu'il a dans le dos. Quelques jours après ce titre de champion de Colombie, Carlos Valderrama est désigné comme le meilleur joueur sud-américain de l'année, succédant ainsi à des noms comme Maradona, Zico, Francescoli ou Pelé, juste pour ne citer qu'eux. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Valderrama remporte cette distinction, car le talisman de la Colombie avait déjà remporté ce titre en 1987. Aquí, Barranquilla. Jugué 20 años en la selección, voy a comprar boleta. Joda. Pues puta, yo juego porque juego. En fait, la mémoire de Valderrama s'est construite aussi via des matchs comme ça, dont tout le monde se rappelle en Colombie. Un soir de 94 par exemple, quand la sélection reçoit le grandissime AC Milan, vainqueur de la Ligue des Champions quelques jours plus tôt. Les Milanais n'ont pas ramené tout le monde, il n'y a que Boban et Savicevic présents parmi les stars, mais quand même, la tricolore va s'imposer 2-1 avec un récital de Carlos Valderrama. Tout en simplicité, en justesse, en maîtrise. Le numéro 10 sort une copie presque parfaite. En 95, El Pibe remporte un 2e titre en Colombie avec Barranquilla, avant de rejoindre la MLS à presque 35 ans, histoire de finir l'aventure au soleil et de faire rêver aussi le reste du continent. Pour les premières saisons officielles, sous le nom de MLS, Valderrama contribue grandement au développement de la Ligue américaine, puisqu'il est élu plusieurs fois comme étant le meilleur joueur du championnat. De quoi garder la forme pour disputer sa dernière Coupe du Monde en 98, toujours avec le brassard de capitaine, toujours avec cette même volonté de porter son pays vers l'avant et de le faire briller à l'international. Malheureusement, comme en 94, l'aventure s'arrête dès les phases de poule et met un terme à son parcours en sélection, qui a fait de lui certainement le plus grand joueur colombien de l'histoire. Mais alors vous allez me dire, il est pas mal ce numéro 10, il a une coupe de cheveux rigolote, mais c'est pas non plus un ovni, c'est pas un joueur si extraordinaire que ça. Et faut bien avouer que l'impression visuelle est pas aussi impressionnante que d'autres joueurs, mais là aussi résidait tout le charme de Carlos Valderrama. En fait, le Colombien ne faisait rien de très compliqué, mais tout ce qu'il faisait, il le faisait bien, avec beaucoup de justesse et de précision, pour faire avancer le jeu de son équipe. Au-delà des passes courtes, longues en profondeur, au-delà des ouvertures, au-delà de l'animation qu'il crée au milieu avec sa vision du jeu exceptionnelle, Carlos Valderrama était le garant du jeu offensif de son équipe. Comme s'il lui donnait la balle était l'assurance de ne jamais la perdre, de la savoir en sécurité, bien utilisée et bien distribuée. Ça nous rappelle d'ailleurs les propos de notre Zizou national à propos d'un certain Tony Kroos. C'est vrai que n'importe quel joueur savait que quand on est le ballon à Tony, en général, il n'y avait pas de perte de balle. Des premiers ballons qui se perdaient en général jamais. Même si le total est un peu compliqué à estimer, on parle d'un milieu offensif qui aurait distribué près de 250 passes D en carrière, dont certaines valent clairement le détour. Pour un joueur dont les chiffres ne révèlent en rien l'apport dans son équipe, on notera tout de même aussi les 26 passes D en 32 matchs de championnat lors de la saison 2000 en MLS, un record qui, disons-le, ne tombera peut-être jamais. Là-bas, Carlos est devenu une icône en Colombie, c'est une sorte de demi-dieu comme partout finalement en Amérique du Sud, surtout en Argentine bizarrement, malgré l'épisode de 93. C'est compliqué de se rendre compte du phénomène que c'est en Colombie, du leader que c'était pour cette sélection qui a changé vraiment l'histoire du pays. Et pour comprendre un peu l'impact qu'il a eu dans les années 80-90, il suffit simplement de regarder la fin de Colombie-Angleterre au Mondial 98, quand tous les Anglais se précipitent sur lui pour avoir son maillot. It's up in my house. It's one of the ones that I really cherish. You want a memory from that game, and for me,
Souvent difficile à définir et encore plus à reproduire, El Pibe a fait de la perfection des passes et de l'intelligence footballistique une forme d'art. Je lisais quelques commentaires sur la façon de jouer de Valderrama et la comparaison avec Xavi et Iniesta revenait régulièrement, des milieux de terrain dont la vitesse était bien plus cérébrale que physique. D'ailleurs, avant même l'apparition du terme tiki-taka et sa connotation barcelonaise à la fin des années 2000, le football a connu le toqué, le style de jeu à la colombienne des années 90. Des passes en une touche, le mouvement incessant du ballon pour fatiguer l'adversaire. Le toqué ou toucher en français est un principe de jeu porté par le Grande Maturana qui a tout construit autour de Carlos Valderrama. Un joueur tellement fascinant avec sa tignasse dorée et ses passes hypnotiques. Il tenait en haleine des stades entiers lorsqu'il recevait le ballon, car tout le monde savait très bien qu'il allait en faire quelque chose. Un joueur qui avait toujours le ballon, mais qui en réalité ne l'avait presque jamais, car dès sa réception, le cuir disparaissait à nouveau. Le métronome joue en une touche et ne s'arrête jamais, ne s'attarde jamais. Un football du mouvement continu. En plus de tout ça, Carlos Valderrama a perpétué la tradition des footballeurs aux coupes de cheveux fantaisistes, de quoi passer l'hiver au chaud et faire marrer le reste de l'équipe. Carlos, have a look. Carlos, mira. Ahora no te sientes solo. Voilà pour l'histoire d'El Pibe, certainement pas le footballeur le plus impressionnant de son époque, mais pour sûr l'un des plus marquants. Je vous conseille d'aller regarder 2-3 de ses matchs en replay pour bien comprendre l'importance du personnage dans le schéma tactique de son équipe. Ça fait plaisir aussi de parler de cette équipe de Colombie 90-94 dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne et qui pourtant a proposé un football rafraîchissant, offensif, léché, manœuvré par un numéro 10 comme on n'en fait plus beaucoup. L'amertume aussi de savoir que cette Colombie aurait pu faire beaucoup mieux, notamment en 90 il y avait la place. Les souvenirs s'amenuisent, seules les images permettent de se rappeler de cette grande équipe centrée autour du maestro. Ce joueur s'appelait Carlos Valderrama et vous l'avez compris, l'homme en imposait clairement le genre de numéro 10 que tu regardes, que t'admires et que tu fais tout pour reproduire. Son charisme a transporté les supporters, ses cheveux ont véhiculé l'image, son talent et sa vision de jeu ont façonné une sélection à l'image de son football, soyeux, classe et rempli de passion. Au pays du Condor et de la sélection tricolore, El Pibe avec ses cheveux et dans ses pieds a ramené aussi un peu d'or. Quizás el mejor embajador que tuvo Colombia en su historia, ¿no? Explota el Estadio Metropolitano en Barranquilla. Gente que se pone de pie para tributarle este justo